Bonjour, on est encore avec les notions de base de l'exploration sismique. Un premier principe à définir, c'est le principe de Huygens, qui stipule que chaque point situé sur un front d'onde produit des ondes sismiques qui agissent comme des petites sources secondaires. Après un temps ΔT, le rayon sphérique du front d'onde est la vitesse fois ΔT. Alors on suppose que la vitesse de déplacement ou bien de voyage elle est constante. On suppose que le front d'onde était là à l'instant T1 et on veut savoir la forme du front d'onde à l'instant T2. Alors, si on multiplie la vitesse par la différence ΔT entre T1 et T2, on va trouver la distance. Alors, on va prendre quelques points de ce front d'onde et on va tracer des petits cercles dont le rayon c'est la distance D. Quelques points et on trace les cercles. Alors, le nouveau front d'onde sera la tangente à ces cercles. Un point du front d'onde qui reçoit une onde d'une certaine amplitude réémet une onde sphérique de même fréquence, même amplitude et même phase. Le principe de Fermat, appelé aussi principe du moindre temps, stipule que l'onde sismique se propage entre deux points en suivant le trajet qui minimise le temps de parcours. En appliquant ce principe, on constate que le ray sismique doit être une ligne droite dans un milieu de vitesse constante. Alors, lorsque la vitesse est constante, alors le trajet qui minimise le temps, c'est une droite. Par contre, si on est devant le cas de deux couches, par exemple, ici, une couche de faible vitesse, ici, deux couches de grande vitesse, alors le ray, bien sûr, il va chercher le trajet qui va minimiser le temps et va se réfracter sur la couche à faible vitesse ici. La loi de Snell-Descartes décrit le comportement d'une onde sismique lorsqu'il frappe une interface séparant deux couches de vitesse V1 et vitesse V2. Dans ce cas, on suppose que V1 est supérieur à V2. L'onde avec un angle d'incidence θi, il va donner naissance à une onde réfléchie avec un angle θRFL, θi égale θRFL, il va donner aussi naissance à une onde transmise ou bien réfractée avec un angle θRFR. Normalement, si on a une onde S ou bien une onde P, il va donner naissance à deux ondes. Une onde P, il va donner naissance à deux ondes réfléchies P et S et deux ondes réfractées P et S. Si on a une onde S, il va donner la même chose. Lorsqu'il va frapper l'interface, il va générer ou bien il va être converti en deux ondes réfléchies PS et deux ondes transmises P et S. Alors, si je suppose là que c'est l'onde P qui a frappé avec un certain angle θ, je vais l'appeler θIP. Alors, le sinus θIP, et je m'intéresse par exemple à cet angle-là, θRFRS. θRFRS. Alors, c'est sinus θIP sur le sinus θRFRS. Alors, le sinus ici, c'est pour l'onde P de la couche 1. Et ici, c'est pour l'onde S de la couche 2. Alors, sinus θIP sur sinus θRFRS, c'est V1P sur V2S. Un cas particulier de l'application de la loi de Snell-Descartes, si cet angle de réfraction était égal à pi sur 2, ça veut dire que le sinus θIC égale V1 sur V2. Or, le sinus, il est toujours inférieur à 1, ça veut dire que V1, pour que cette
va se réfracter parallèlement à cette interface, nécessairement V1 doit être inférieur à V2, ce qu'on appelle le phénomène de réfraction critique. Alors, dès le début, si un ray frappe une interface, alors deux ondes vont être créées. La première onde réfléchie avec un angle θRFL qui est égal à θI, et une autre onde transmise ou réfractée avec un angle θRFR dont les rapports d sinus θI et θRFR, c'est le rapport est égal au rapport de V1, V2. Alors, à un certain moment, lorsqu'on augmente le θI, ce θFR aussi va augmenter jusqu'à ce qu'il se réfracte parallèlement à cette interface. À ce moment, le sinus de θI, c'est V1 sur V2. Alors, celle-là, c'est le cas où on a la réfraction critique. Lorsqu'on augmente encore le θI, qu'est-ce qu'on va obtenir? Un phénomène de réflexion totale. Il n'y aurait pas de réfraction, bien de transmission d'ondes. Si on suppose un modèle de deux couches, avec la première couche de vitesse V1, la deuxième couche de vitesse V2, et la première couche est d'épaisseur H. Lorsqu'on produit un impact à l'aide d'un coup de marteau, alors diverses ondes vont se créer. Alors, on distingue l'onde réfléchie qui va frapper cette interface et jaillir vers la surface. Il y a l'onde aérienne, il y a les ondes directes, il y a les ondes réfractées critiques et puis les ondes ground roll ou bien les ondes de surface qui sont des interférences de ces ondes. Dans cette section, on va aborder les types d'atténuation d'une onde sismique. Pour chaque mètre parcouru par une onde sismique, son énergie E doit être répartie sur une zone beaucoup plus grande. Donc l'énergie va diminuer et on peut montrer qu'elle est inversement proportionnelle au carré de la distance parcourue R. E est proportionnel à l'inverse du carré de R. Or, on sait que l'énergie elle est proportionnelle au carré de l'amplitude d'une onde. Alors, si on compare les deux relations, on va déduire que l'amplitude va être inversement proportionnelle à la distance parcourue par l'onde. Tel est le phénomène de l'atténuation géométrique ou bien dite sphérique. On se donne ce tableau qui représente la perte d'énergie en fonction de la distance parcourue. Celle-là, c'est la distance à partir de la source d'énergie et on voit ici comment la perte d'énergie elle augmente en fonction de la distance parcourue. Un deuxième type d'atténuation, il est connu sous le nom d'atténuation physique ou bien absorption. Une onde sismique se propage en déformant les matériaux qu'elle traverse. L'énergie thermique ou bien chaleur ainsi produite réduit l'énergie totale de cette onde. Cette réduction de l'énergie élastique de l'onde est appelée absorption ou bien atténuation physique. On donne l'intensité d'énergie sous cette forme-là qui dépend de R, de la distance parcourue par l'onde, et de Q, le coefficient d'absorption. Ce tableau représente les pertes d'énergie pour les ondes P et S en fonction de la distance
et en fonction aussi de différentes fréquences des ondes sismiques. Ici, le Q égale, ou bien le coefficient d'absorption égale 0,55 décibels par l'onde. Alors, la perte d'énergie due à l'absorption, elle est beaucoup plus importante pour les hautes fréquences à une distance donnée. Alors, si on suit ce diagramme ou bien celui-là, il est évident que la perte d'énergie, elle augmente avec la distance parcourue pour chaque fréquence, mais pour une distance donnée, on voit que la perte elle est assez importante pour les fréquences ou bien les ondes à haute fréquence. Ici, je peux comparer par exemple la fréquence à 10 Hz et 100 Hz pour la distance de 140. Alors, pour 10 Hz et 100 Hz pour la distance de 140, je vais trouver ici 1,4 et ici 14. Alors, la perte elle est 10 fois la perte de la fréquence par rapport à la fréquence à 10 Hz. Alors, on dit que les basses fréquences, ils sont transmises, que ce soit sur P ou bien sur S, avec moins de perte d'énergie. Alors que les hautes fréquences, ils sont atténués. Alors, on dit que la Terre, elle agit comme un filtre passe-bas ou bien là où passe filtre, ça veut dire que la Terre, il atténue les hautes fréquences et laisse passer les basses fréquences. Ici, on remarque aussi que l'onde S, il perd de l'énergie rapidement que l'onde S. Alors, que l'onde P, pardon. Alors, si à la distance de 140, je vois ici, pour la même fréquence 1,4, ici 0,7, alors c'est le double. Ici 2,8, ici c'est 1,4. La même chose, à peu près c'est le double de la perte d'énergie par rapport à F. Ça, il vient principalement de la vitesse ou bien la différence de vitesse entre les deux fréquences. Reste un dernier point. Quel est le lien entre la fréquence et les méthodes sismique réfraction et sismique réflexion? Alors, comme on va le voir, on s'intéresse à la réfraction, on s'intéresse aux premières arrivées, c'est pourquoi on va chercher les basses fréquences. Et pour la sismique réflexion, on cherche la résolution verticale et horizontale, c'est pourquoi on va chercher utiliser les hautes fréquences. Si on se donne une onde qui va frapper une interface séparant deux couches de vitesse V1 V2, on avait dit que si l'onde P ou bien S, il va donner naissance à deux ondes réfléchies PS et deux ondes réfractées P et S. Si l'onde a été d'amplitude AI par exemple, A incident, quelles sont les amplitudes de l'onde réfléchie et de l'onde réfractée? Alors on parle de partitionnement de l'amplitude ou bien de l'énergie dans cette section. Étant donné l'amplitude d'une onde P, qui est AI, on pourra calculer les amplitudes des ondes PS réfléchies et réfractées si les vitesses et les densités des deux couches sont connues à l'aide des coefficients ou bien des équations de Zohrides 1919. Alors, dans le cas, pour réduire ces équations, on va considérer le cas lorsque P, ou bien l'onde incidente, elle est normale. Ça veut dire que l'angle d'incidence est égal à 0. Alors, dans ce cas, il n'y aurait pas d'onde S générée. Et les rapports des amplitudes A, il est comme suit. A réfléchi, l'amplitude de l'onde réfléchie sur l'amplitude incidente, elle dépend de ce rapport en fonction de ρ1 et des densités ρ et F. La même chose, l'amplitude de l'onde réfractée sur l'amplitude de l'onde d'incidence, elle dépend des paramètres de densité et de
et de vitesse. Alors, si on appelle l'impédance acoustique, c'est le produit de la vitesse et la densité, alors ces formules ou bien ces coefficients, ils vont se réduire à cette formule. On définit aussi l'énergie ou bien la fraction de l'énergie réfléchie et la fraction de l'énergie réfractée sous cette forme. Et si on utilise les impédances acoustiques, on va trouver qu'ils sont de cette forme, ils peuvent s'exprimer de cette forme, Alors n'oublions pas que la somme des deux fractions d'énergie doit être égale à 1, comme ça, la conservation de l'énergie incidente, elle est assurée. On va donner un petit exemple. On a deux couches avec des vitesses 1500 et 4500 et des densités des deux couches 2 et 2,6. Si on calcule le produit ou bien l'impédance acoustique de chaque couche, on va trouver Z1 et Z2. Et si on utilise les équations qu'on a déjà vues, on peut calculer le coefficient de réflexion, le coefficient de réfraction. Dans ce cas, à peu près, c'est 60 et 0,60 et 0,40. Et l'énergie ou bien la fraction de l'énergie réfléchie, elle est 35%. Et la fraction de l'énergie réfractée est de 65%. Alors, dans ce cas, on a trouvé qu'il y a une fraction assez importante d'énergie qui va être réfléchie. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand contraste entre les Z1 et Z2. Dans une série sédimentaire, on peut trouver les Z1, les Z, ils sont similaires, alors il n'y aurait pas presque la fraction de l'énergie réfléchie, elle sera très très faible et on n'arrive pas à voir même les amplitudes seront aussi très faibles, on ne pourrait pas les distinguer dans un sismogramme de terre.